Bonjour, l'Olympique Lyonnais a gagné un match de football, c'est l'information principale de ce week-end. Ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas fait un débrief de victoire, ça nous paraissait loin, mais en fait c'était le match contre Metz, c'était le tour précédent, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On va débriefer ensemble cette victoire de l'Olympique Lyonnais contre Chambéry, l'ogre savoyard, le derby maintenant que la Saint-Etienne est au fond du rouleau. Merci Tex pour les 5 abonnements, merci beaucoup à vous, parce qu'on va commencer ce débrief. Comme vous voyez, on est de retour à la maison après une semaine de Cap-Vert. Merci à vous, parce que malgré la qualité plus que discutable des 2 derniers débriefs contre Nantes et contre Strasbourg, on a pété les scores sur YouTube, on est monté à 6000 vues sur le dernier débrief, donc merci beaucoup à vous, merci pour les pouces, merci pour les commentaires, merci pour les likes, merci pour les abonnements, etc., 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 merci beaucoup, vous êtes des chefs, ça valait vraiment le coup d'emmener le matos à l'autre bout du monde, voilà, donc merci beaucoup à vous. Le fond c'est pour Moussa Otiago, vous faites ce que vous voulez, j'ai mis un petit fond, voilà, pour remettre un petit peu d'ambiance là-dedans. On va débriefer cette victoire 3-0 contre Chambéry, triplé de Alexandre Lacazette. Alors, on va pas, dire que Lacazette a porté le match, puisqu'il a marqué 3 fois dans le but vide, mais triplé 3-0 pour un contenu de match moyennasse, il faut dire les choses comme elles sont, contenu relativement moyennasse. 7 qui a vu le débrief Strasbourg. Merci, encore une fois, merci à vous, et si vous regardez sur YouTube, n'oubliez pas les pouces, parce que vous voyez, ça porte ses fruits, ça fait grave plaisir, et comme je vous ai dit, c'est en cours de finalisation, mais merci également à Parion Sport qui rempile pendant 1 an, donc il y aura 1 an de débrief de Parion Sport, donc on va toujours être là, merci à eux, et sachez que ça leur fait très plaisir quand vous dites merci Parion Sport dans le chat. Voilà, donc je vous rappelle que c'est Parion Sport qui finance tout ça. Merci Bevel pour le Prime, merci beaucoup pour le Prime. Barcola a prouvé qu'il bouffe KTE. On va parler de tout ça ensemble. Alors en vrai, l'analyse de la rencontre, elle va se faire assez rapidement, parce que ce débrief, il va surtout nous servir à parler d'un petit peu de l'actualité du club. On n'avait pas trop de doutes quand même sur la capacité de l'OL à se défaire de Chambéry, qui est une équipe de National 3, quand même 5ème division. Une défaite contre Chambéry, ou même une victoire laborieuse aurait été assez inquiétante. Voilà, l'Olympique Lyonnais est en 8ème de finale. La saison n'est pas encore morte, puisque l'Olympique Lyonnais n'est plus qu'à 4 matchs de la Coupe d'Europe. Alors évidemment, dit comme ça a l'air sympa. Merci beaucoup Julien pour le Prime. Mais voilà, bon, c'est une formalité qui a été réglée, une formalité qui n'a pas été réglée de la plus facile des manières, puisque l'Olympique Lyonnais a été relativement laborieux, porté une nouvelle fois par un Ryan Cherki brillant, comme d'habitude, et toujours aussi laborieux quand il s'agit de défendre, toujours aussi laborieux collectivement. On aura le temps d'en reparler. Voilà, en tout cas, si on joue comme ça contre une bonne équipe de Saint-Chenin, on se fera éliminer. On va en parler de ça, parce qu'effectivement, j'ai reçu des messages de mon ami Florent Tonuti, analyste tactique, qui m'a dit n'importe quelle équipe pro en face de vous, vu les transitions, vous en prenez au moins 3, et c'est vrai. Brillant comme d'habitude, n'en fait pas trop. Si, je vais en faire trop. Si. J'ai noté comme d'habitude mes petites notes là. On va parler de Cherki, on va parler de Thiago Mendes, on va parler de Barcola, puisque j'ai fait un tweet un petit peu sous le coup de l'émotion, on va dire, qui a fait un peu réagir. On va parler du collectif. J'ai marqué collectif à chier là sur mon petit. Vous voyez, regardez, c'est marqué ici. Collectif à chier. Moussa Dembélé et Aouar. On va parler de Joss et Bravo. Vous voyez, j'ai marqué Joss Bravo là, parce que vous vous rappelez lors du match contre Metz, j'avais critiqué un peu de façon virulente les commentateurs de France Télé en disant qu'ils sortaient tout droit du PMU de Dessines-Chartreux, du Couéron, à côté du tramway. Pardon, mes amis commentateurs de France Télé, pardon, excusez-moi, je préfère me couper une couille que de devoir refaire que du Joss Bravo devant l'Olympique Lyonnais. Donc pardon à mes amis commentateurs de France Télé, au moins vous étiez pas désagréables. Les paix, oui c'est vrai, il y a des petits proutes aussi. Ton avis sur le collectif métissé? Mon Dieu. Non, voilà pour le planning de ce débrief. Donc ça, c'est sur le match. Ensuite, on parlera un petit peu mercato, puisqu'il y a des infos un peu chaudes côté mercato lyonnais. Je vous rappelle qu'on fera, dans la mesure du possible, un live deadline mercato lors de la dernière journée du mercato, pour voir s'il se passe des choses côté OL. On a un certain nombre de rumeurs, des bonnes et des moins bonnes, ou des très très moins bonnes, on va dire. On en parlera en deuxième partie de débrief, et on parlera bien évidemment de ce mercato. Le mercato lyonnais, il est peut-être pas au niveau des joueurs aussi, puisque je pense que John Textor n'est pas venu pour rien. On a eu des rumeurs de Bruno Chéroux qui serait sur la sellette. Point d'interrogation, on en parlera en deuxième partie de débrief. Lacazette est hors jeu, il a passé vers l'avant. Oui, non, mais enfin, on en parlera après de ça. Premier constat, 3-0, victoire. Je vais vous montrer, j'ai les stats là, j'ai mis les stats. Bon, 3-0,
Mais encore une fois, rappelez-vous, quand on parlait du match contre Brest, ou même contre Nantes, 15 tirs concédés contre une Nationale 3. 15 tirs concédés, 6 arrêts d'Anthony Lopez. On est fatigué quand même. On est fatigué. Alors, pardon, 2 secondes, je n'ai pas de retour dans mes oreilles de la musique. Que se passe-t-il? Pourquoi je n'ai pas de retour dans les oreilles? Non, c'est pas ça que je veux, moi. Voilà, là c'est bon, là je l'ai, le retour oreille. Ouais, pardon, excusez-moi, on reprend. 15 tirs, les 3 quarts c'est des tirs à 35 mètres. Oui et non, je suis pas d'accord avec ça. Chambéry a fait une meilleure entame de match de l'OL. Pendant bien 20 minutes, l'ouverture du score lyonnaise est contre le cours du jeu. C'est un fait. Chambéry, je pense qu'avec un peu plus de justesse technique, et un peu plus de justesse dans le dernier geste, aurait pu en coller au moins 2 à l'OL. Donc il faut quand même prendre l'analyse au-delà du score. C'est un match qui a été dominé pour l'OL, on va pas se mentir. Regardez, 66% de passes réussies pour Chambéry. On va pas se tirer la sonnette d'alarme en disant que c'est une victoire volée, bien sûr. Mais collectivement, on était face à une équipe de Chambéry qui était visuellement bien meilleure qu'une équipe de N3, ou alors à moins que ce soit l'OL qui était bien moins bonne qu'une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2 ou de National. Mais voilà, il y avait quand même un début de match qui était assez inquiétant, qui a été vite désamorcé par une élimination de Ryan Cherki, qui en fait c'est 2 fois le même but. Les 2 buts, les 2 premiers buts de la rencontre sont la même chose. C'est un décalage de Cherki vers un ailier sur le côté droit qui donne en retrait pour un Lacazette face au but tout seul. Bon, c'est bien parce que c'est une bonne action de but de Cherki. On est toujours obligé de se reposer sur Ryan Cherki pour gagner des matchs, tout simplement, ou en tout cas pour ne pas les perdre. Ça commence à être un peu problématique, mais bon, Ryan, on l'avait plus ou moins attendu. Ça fait 4-5 matchs d'affilée qui répond à peu près présent, ou à défaut d'être le meilleur sur le terrain, c'est au moins l'un des meilleurs. Comme d'hab, on parlera ensuite de Bradley Barcola, puisque c'est lui qui offre le 3e but, avec ce dribble chaloupé. On reparlera du duel, on va dire, entre Bradley Barcola et Toko Ekambi, pour occuper cette place sur l'aile gauche. Moi, mon avis personnel, c'est qu'il n'y a pas débat, mais dans la tête de Laurent Blanc, il y a visiblement encore débat. Sur les 20 premières minutes, si on te dit qu'on joue face à Dortmund, tu trouves le match normal, tellement ils ont été meilleurs. Ouais, factuellement, Chambéry a été meilleur pendant 20-25 minutes. Après, bien évidemment, Chambéry est tombé un petit peu en température, mais ils n'ont pas été mauvais. Et donc moi, j'aimerais commencer cette analyse de match par féliciter Chambéry, qui a fait un excellent match, qui a fait honneur au Groupama Stadium, honneur aux 17 000 spectateurs qui sont venus, parce qu'ils ont livré une opposition qui, sur d'autres circonstances, aurait pu suffire à éliminer l'Olympique Lyonnais. Merci Can't Text Me pour le Prime également. C'est quand même... Voilà, on va les féliciter pour ce bon match. C'est quand même inquiétant que face à une équipe de N3, l'Olympique Lyonnais concède 15 tirs, dont 6 cadrés. Alors certes, c'est pas ouf, mais voilà, c'est un score qui est beaucoup plus flatteur que ne l'a été le déroulement de la rencontre. Je ne viens pas souvent ici, mais vous ne trouvez pas votre bio Twitch antinomique. Je sais pas quelle est ma bio Twitch, il faudrait que je la change, ça fait une éternité que j'ai pas vu. Voilà, collectivement, c'est quand même dommage de pas profiter de ces matchs-là pour bâtir des choses. On est contre une Nationale 3, une équipe de 5e division, et l'Olympique Lyonnais n'a pas affiché un collectif intéressant. C'est pas des matchs d'entraînement, bien loin de là, mais ce sont des matchs où c'est peut-être intéressant de consolider certaines choses. Soit on fait tourner si l'équipe est fatiguée, soit on met l'équipe type pour qu'elle démontre des choses intéressantes. Et là, on a vu collectivement... Oh là là, Mendes, Tolisso... Oh, le match de Thiago Mendes, mes amis, le match de Thiago Mendes. Et vous voyez, on va parler tout à l'heure de direction sportive. On va parler des recrues, on va parler de l'incapacité à vendre. Mais la prolongation de Thiago Mendes, les gars. La prolongation de Thiago Mendes. Le match de Thiago Mendes ce soir, c'est catastrophique. Catastrophique. Et au-delà du match catastrophique individuel, on est sur... Il y a quelque chose qui m'échappe, moi, dans la vision de Laurent Blanc. À quel moment... Laurent Blanc se dit que Mendes Tolisso, c'est ce qu'il faut au milieu de terrain, surtout contre une Nationale 3, c'est-à-dire qu'on va devoir faire le jeu, et on met 2 joueurs qui jouent relativement bas et qui orientent le jeu, enfin en tout cas ils essayent de le faire de bas. Enfin je veux dire, c'est pas du tout complémentaire, et ça a sauté aux yeux. Et on a encore Thiago Mendes pendant 2 ans de contrat, je crois.
2 ans de contrat, qu'est-ce qu'on va faire de Thiago Mendes, les gars? C'est abyssal. Alors, on dit ça, c'est des évidences à nos yeux. C'est pas dit qu'il soit pas encore titulaire lors du prochain match. Le prochain match, ce sera qui? Ce sera Brest, si je dis pas de bêtises. Non, ce sera pas Brest, c'est le 29. Je sais plus quel est le prochain match. Prolongation pour avoir tout fait pour leur Sinaldi à Rennes. Non, mais on va parler tout à l'heure. On va parler en seconde partie. On va faire un espèce d'état des lieux de la direction sportive. Ajaccio. Le prochain match avant de jouer contre Brest. C'est Ajaccio, effectivement. Donc voilà, pour moi, le match abyssal de Mendes, c'est problématique contre une opposition aussi faible. Il y a des ballons perdus qui doivent valoir but pour l'adversaire, et Thiago Mendes, entre guillemets, n'est sauvé sur ce match que par le fait qu'on est quand même sur une équipe en face relativement faible, qui a montré de belles qualités athlétiques, de belles qualités de pressing, mais on a vu que ça manquait de punch devant, mais c'est normal, c'est une équipe de National 3, c'est déjà une énorme performance pour eux, mais alors Mamma Mia, contre n'importe quelle équipe de Ligue 1, je pense qu'il y a 0-2 après 25 minutes, parce que c'est abyssal le niveau défensif de cette équipe, quoi. Donc voilà, il y a encore une fois un choix initial des hommes qui est défaillant de la part de Laurent Blanc, et des choix de coaching qui sont catastrophiques, mais on en parlera juste après. Pas grand chose de plus à rajouter, pas grand chose d'intéressant dans l'analyse à livrer, puisqu'on est quand même sur un match pas très très intéressant dans l'absolu. Moi je voulais parler de Bradley Barcola, parce que ça fait plusieurs matchs que Bradley Barcola joue, notamment en coupe, et plusieurs matchs qu'il est décisif, là où Karl Toko Ekambi attend depuis septembre un but, même s'il a fait une bonne performance contre Brest, mais ça commence à dater, les gars. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que Bradley Barcola prenne le dessus sur Toko Ekambi dans la hiérarchie? Je suis désolé, les gars. Alors, je parle pas de qualité intrinsèque des joueurs, parce qu'il y a eu une période où Toko Ekambi a été très bon, très intéressant, notamment dans ses qualités de finisseur et d'appel. Ça fait 3 mois que Karl Toko Ekambi est nul. On est d'accord. Là, on peut être d'accord là-dessus. Parce que j'ai vu des gens venir m'insulter et ils avaient un drapeau camerounais dans la bio, donc je pense pas qu'ils soient très très objectifs là-dessus. Qu'est-ce qu'il va falloir? Donc voilà, là on nous a dit Toko Ekambi, peut-être qu'il va aller à Rennes, c'est en bonne voie et compagnie. Bon, on attend, mais ça y est, c'est l'heure. Et encore une fois, moi je vais pas faire l'erreur classique de dire oh Barcola c'est un crack, c'est un futur Ballon d'Or. Je vais vous le dire, je pense pas que Bradley Barcola ait le potentiel ou le niveau pour aller dans un top club européen. Et c'est pas grave, le centre de formation de l'OL, c'est des top joueurs, et c'est aussi des joueurs qui font des carrières honnêtes en Ligue 1. Bradley Barcola, dans un OL d'il y a 10 ans, aurait peut-être eu quelques minutes en pro avant de partir dans un bon petit club de Ligue 1, je pense. Je demande qu'à être surpris, et il y a des joueurs qui nous ont surpris, dont on pensait pas qu'ils avaient le potentiel pour aller très 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 haut, et qui sont allés très très haut. Je pense notamment à Corentin Tolisso, qui est l'exemple même du mec, quand on le voyait chez les jeunes, et quand on l'a vu émerger en disant « bon petit joueur », jamais on aurait pu imaginer à l'époque que Corentin Tolisso finirait au Bayern et champion du monde. Bradley Barcola, à mon sens, est un bon petit joueur, un peu comme l'a été Romain Del Castillo avant lui, et je demande à voir Barcola au maximum de son potentiel. Moi je pense que Barcola, je pense aussi que c'est un mec qui va nous surprendre, mais je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ou brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu, c'est selon. Je pense cependant que, comme je l'ai dit sur Twitter en répondant à Yanis, je pense que tout est une affaire de référentiel, et que je vois encore beaucoup de gens qui jugent les jeunes joueurs de l'OL à travers le référentiel de « il n'a pas le niveau pour être titulaire à l'OL », comme si l'OL était un club du top 20 européen sportivement. Oui, Bradley Barcola n'a probablement pas encore le niveau pour être titulaire dans un club qui joue le podium. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Et c'est même peut-être pas suffisant pour un club qui joue le top 5, pas encore en tout cas, parce qu'il est encore jeune, Bradley Barcola. Maintenant, ça, on s'en fout de ça. Moi, je pense que les jeunes joueurs de l'OL, il faut les juger selon le prisme de est-ce que ils apportent davantage à l'équipe que les titulaires actuels. Et si vous prenez ce prisme-là sur la plupart des jeunes de l'OL, et on va parler du cas Momo et Larouche après, la réponse, elle est assez simple. Aujourd'hui, est-ce que Bradley Barcola apporte plus à l'Olympique Lyonnais sportivement, collectivement et au niveau de l'état d'esprit qu'un Karl Toko Ekambi? Je suis désolé, mais si vous me répondez que Karl Toko Ekambi apporte plus de garanties aujourd'hui, là, dans le moment présent, que Bradley Barcola, c'est que vous regardez le match avec votre cul. C'est la même logique
pour Oussem Aouar, pour Romain Fèvre, pour Jeffrey Nedalid versus Momo El Arouche ou Florent Sanchez. Oui, les mecs sont pas finis. Oui, les mecs ont pas encore le niveau pour être titulaires à l'Olympique Lyonnais qu'on fantasme. Oui, les mecs sont pas au niveau pour être titulaires dans des grands clubs européens. Mais c'est comme si vous me disiez Zahir Emery ou Colin Dagba, ils sont pas au niveau du PSG. Ouais, mais ils jouent quand même. Ils jouent quand même, pourquoi ? Parce qu'on leur donne un petit peu de temps de jeu, parce qu'ils sont utiles, parce qu'ils apportent quelque chose dans la rotation, dans la concurrence, etc. Oui, Désiré Doué, il n'a pas le niveau pour jouer en Ligue des Champions encore, mais il joue quand même. Pourquoi c'est que à l'Olympique Lyonnais qu'on a ces barrières-là de « oui, mais il est pas prêt, faut pas le cramer ». Putain, on est dans un football où les gamins, ils jouent à 17 ans. Ils jouent à 18 ans, on leur donne des... Comment il s'appelle, le petit, là, à Monaco, qui avait marqué un doublé ? J'oublie à chaque fois son nom. Le petit gars à Monaco, là, qui a 17 piges, et qui est monstrueux. Alors, il va pas être titulaire à tous les matchs, mais il joue. Et puis il y a des mecs qui ont été des pétards mouillés, je pense à Matarazzo, enfin c'est pas un pétard mouillé, mais des mecs qu'on a vus puis qu'on voit un peu moins. Ben Seguir, voilà, Ben Seguir. Ben Seguir, Ekitike quand il était à Reims, c'était pareil. À un moment donné, je comprends pas pourquoi l'Olympique Lyonnais, il y a cette logique-là de donner du temps de jeu à des morts vivants pour sacrifier des jeunes. Je suis désolé, ce qui se passe avec Momo El Arouche est extrêmement grave. Par rapport à la direction sportive de l'Olympique Lyonnais, et c'est d'autant plus grave que c'est pas la première fois, parce que cette logique-là des statuts, cette logique-là de pas cramer les jeunes, cette logique de laisser des mecs qui sont pas en forme, et ça leur fait pas du bien à eux non plus, parce que je pense que Karl Toko Ekambi, ça lui ferait pas de mal de faire un séjour sur le banc, pour peut-être revenir la tête reposée, avec moins de pression des supporters, parce qu'il aurait été moins un petit peu oublié des radars. Je pense que ça leur fait pas du bien aux titulaires, et les jeunes finissent par en avoir ras le cul et vouloir se montrer ailleurs. C'est ce qui s'est passé avec Amine Gouiri, c'est ce qui s'est passé avec Pierre Kalulu, et c'est ce qui est en train de se passer avec Mohamed El Arouche. Combien de joueurs il va falloir perdre avant qu'on en termine avec les morts vivants ? C'est quand même dramatique. On a fait l'erreur avec Gouiri, on a fait l'erreur avec Pierre Kalulu, et aujourd'hui, Dieu sait qu'on aurait besoin d'un Gouiri, Dieu sait qu'on aurait besoin d'un Pierre Kalulu, et là, c'est rebelote avec El Arouche. Tout ça pour donner du temps de jeu à Romain Fèvre, à Jeffrey Nedalid, à Karl Toko Ekambi, à Jérôme Boateng, à Bafé Gomis, à Rachid Ghezal, à Yohan Truchet. On n'en peut plus, bordel. On n'en peut plus. Barre aussi. Alors, Barre, c'est pas pareil. Barre, oui, il était pas terrible, Barre. C'est vrai. C'est vrai, Barre est pas terrible et maintient pas ses promesses. Toujours est-il que Melvin Barr, est-ce qu'il aurait été plus mauvais que Emerson Palmieri pendant son année ? Je suis pas certain. Oui, Barr, il a été décevant. Bah, il en faut bien, hein, de temps en temps, des mecs qui sont un peu décevants. Et je sais qu'à Nice, ils peuvent pas le piffrer, qu'ils veulent le balancer. Mais c'est pareil, Barr, il a été vendu une bouchée de pain pour aller prendre Emerson et le payer hyper cher pour un mec qui était moyen. Donc voilà. Barr, il ferait pas tâche à la place de Henrique. Après, Barr, il avait envie de jouer. Bon, bah voilà, il avait envie de jouer. Mais je continue de penser que c'est un problème aussi. On a failli la faire avec Cacré. On a failli la faire avec Cherki. Et même avec Aouar, rembobiner un petit peu tout. Rembobiner. Rappelez-vous Oussem Aouar. Alors Oussem Aouar, a posteriori, on peut dire « Ah, ben oui, mais il est nul et il va partir libre. » Ok. Rappelez-vous, au moment où Oussem Aouar émerge en équipe première, il est barré par Clément Grenier, qui est un mort-vivant déjà à l'époque. C'est loin, hein, je crois qu'on est en 2017. Mais déjà à l'époque, Oussem Aouar fait le pressing pour partir parce qu'on lui bloque la place dans le groupe avec Grenier. Et finalement, Grenier, on a bien compris que c'était un mort-vivant. Oussem Aouar arrive dans le groupe, et là, au miracle, on se rend compte qu'il est giga fort. À l'époque, encore une fois, à l'époque. C'est toujours la même chose à l'Olympique Lyonnais. C'est toujours la même chose. Quand vous avez un jeune qui est au-dessus du lot, on met 1000 ans à l'intégrer, et je vous demande pas qu'il soit titulaire. Je veux pas que Mohamed El Arouche il soit titulaire. On est bien d'accord. Je vous demande même pas qu'il joue 30 minutes par match. Juste qu'il soit intégré au groupe pro, c'est une affaire de message, une affaire de communication. Cet été, on a eu toute l'amicale des dirigeants qui nous ont expliqué, oui, les supporters, vous n'êtes pas contents, vous allez être contents. Retour à l'ADN OL. Aujourd'hui, l'identité OL, c'est au cœur du projet. Les jeunes, le centre de formation, voilà, on vous respecte, on vous a entendu. Putain, Mohamed El Arouche, il explose tout en Youth League. Il explose tout en National 2. Il explose tout sur la prépa. Il a même pas une minute de jeu. Il a pas une minute. Il a pas un groupe pro. Il les s'entraîne même pas avec les pros. C'est quoi le message que t'envoies à Mohamed El Arouche ? C'est quoi le message ? Et quand bien même il part et il perce pas ailleurs, compagnie, j'ai vu un mec sur Twitter qui m'a dit « Oh bah il va faire comme Willem Jebels ». Putain, Willem Jebels il est parti, il avait 16 ans. Mohamed El Arouche il a 19 ans dans 2 mois. 19 ans c'est pas tard, mais c'est l'heure quand même. C'est l'heure. Florent Sanchez, c'est pareil. Florent Sanchez, il explosait tout en jeune. Il a même pas été prêté cette année jusqu'à ce qu'il parte à Volendam. Alors vous allez me dire, oui, c'est Volendam, c'est de la merde. Volendam, c'est quand même de la première division néerlandaise. Alors c'est pas le plus grand championnat d'Europe. Ça reste un gros championnat et ça reste une équipe de première division. Si Florent Sanchez, titulaire indiscutable dès son arrivée à Volendam, vous allez me dire qu'il peut même pas faire partie d'une
pseudo-rotation dans une équipe de morts-vivants. Enfin, si on marche sur la tête. Attention avec les Redivisés. Bien sûr, attention avec les Redivisés. Les équipes de deuxième partie de tableau de les Redivisés, c'est des équipes de Ligue 2 en France. Bien sûr. Voilà. Mais pour El Arouche, il y a des rumeurs de sa venue à l'OM. Oui, j'ai vu l'OM, Nice et Monaco, Rennes, je sais plus. Voilà, enfin bref. Donc, El Arouche a bientôt 19 ans. Bah ouais, il a bientôt 19 ans. C'est comme les mecs qui me disent, ouais, Cherki, la bonne gestion et tout ça. Moi, qu'importe l'éclosion de Cherki aujourd'hui, je reste persuadé qu'on a perdu au moins 1 an avec Ryan Cherki au profit de morts-vivants. Donc voilà, Odegaard retrouve son football, c'est pas une grande équipe non plus. Non mais en fait, il y a une confusion. Et je pense qu'elle est volontaire, je pense que c'est de la mauvaise foi de la part de certaines personnes, certaines franges de supporters qui expliquent qu'à Lyon on fait du jeunisme, à Lyon on surcote nos jeunes, à Lyon on en fait trop avec les jeunes. Alors déjà oui, c'est vrai, on en fait trop avec les jeunes parce qu'on est le seul club en France avec un rapport aux jeunes aussi expansif et d'aussi forte proximité. Il y a des très bons centres de formation en France, le PSG, Rennes, mais il n'y a pas une lumière sur les jeunes qui est aussi forte qu'à Lyon. Donc c'est vrai, il y a peut-être trop d'engouement sur les jeunes joueurs à Lyon. C'est une vérité. Maintenant, c'est toujours la même chose. On ne demande pas que les mecs soient titulaires, on demande juste que quand les mecs montrent des très belles choses, ils soient intégrés au groupe. Le problème, c'est que si on les intègre au groupe, ça veut dire enlever des mecs du groupe. Et vous voyez que là, on a enlevé Toko Ekambi du groupe, on a enlevé Romain Fèvre. On a enlevé Toko Ekambi, on a enlevé Romain Fèvre. Bah ouais, les gars, vous êtes nuls, vous sortez du groupe. Voilà, donc le problème, c'est ça. Le problème, c'est que moi, je demande pas à ce que Florent Sanchez, que Mohamed El Arouche, que, je sais pas, Lomami ou n'importe qui soit titulaire. Je demande juste à ce qu'ils aient le message que ce qu'ils font est vu par des gens de leur club. Parce que je pense que Mohamed El Arouche, il a envie de s'imposer à l'Olympique Lyonnais, comme la plupart des jeunes qui sont au centre de formation, parce que Mohamed El Arouche, il n'est pas originaire de Lyon, il me semble, il est originaire du Sud. Je crois qu'il est de la région marseillaise. Mais je pense que ces mecs-là, ils ont envie de s'imposer dans leur club formateur. Mais à un moment donné, ils arrivent face à un constat d'échec qui est « mais en fait, j'y arriverai pas ici ». Vous avez vu les interviews avec Pierre Calulu. Pierre Calulu qui a plus ou moins dit entre les lignes qu'il aurait adoré s'imposer à l'Olympique Lyonnais, mais qu'on lui a fermé la porte. Et donc, il est parti au Milan AC, gratos. Et aujourd'hui, Pierino Kaloulou, comme il l'appelle là-dessus, c'est considéré comme un des très 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 bons défenseurs de Serie A. Donc voilà, tu y crois la méritocratie à l'OL? Non, et je pense que c'est un sujet pour la suite, justement. Pour moi, il y a une théorie du complot, vous voyez. Il y a une théorie du complot qui est que c'est pas possible que les coachs se succèdent et continuent à mettre les statuts. C'est pas possible, c'est qu'il y a des choses... Je peux pas croire qu'un coach veuille mettre des morts-vivants au nom de l'expérience. Donc c'est ma théorie du complot à moi, c'est que les coachs à l'OL font pas vraiment l'équipe. C'est la seule raison qui explique qu'on puisse continuer à mettre Romain Fèvre, continuer à mettre Jeffrey Naledi comme on a mis avant, des mecs un peu morts-vivants comme ça, c'est qu'on leur demande. C'est qu'on leur demande de mettre en valeur le produit, de le mettre en vitrine, comme on l'a fait avec Grenier à une époque, et compagnie. Et ça, je pense que c'est ma théorie du complot à moi. Je veux pas concevoir que des coachs voient pas des choses qu'on voit à nous. Donc voilà, je sais pas. Voilà pour le constat global de la direction sportive. On a entendu parler de Bruno Chéroux qui ferait les frais du mauvais par un blablabla. Moi, j'y crois pas. Je pense que... Moi, ma théorie là-dessus, je n'ai pas d'infos. Je précise encore une fois, j'ai pas d'infos. Ma théorie, c'est que John Textor est un Américain. Bravo Charlie, très très belle théorie. Non, et que si ça doit dégager, ça va dégager en masse. Et je pense que John Textor, soit il fera rien, soit il va tout dégager. Et quand il va tout dégager, je pense que ça l'arrangerait en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que je pense que John Textor, il a acheté l'Olympique Lyonnais avec une sorte de boulet au pied qui est qu'il ne peut pas dégager Aulas Manu Militari. Par contre, si ça va très très mal et que Aulas continue à faire des conneries, bah, il n'aura pas les supporters sur le dos s'il dégage tout le monde. Donc je pense que ça l'arrange finalement, Textor. Je pense que ça l'arrange de faire un grand reset. Lui, il attend que ça. Tu viens de racheter un club, tu veux nettoyer un petit peu toute l'équipe dirigeante. Donc limite, si on continue à perdre, c'est peut-être pas mal pour John Textor. Et cette unité de façade, moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout à l'unité de façade, on travaille main dans la main avec Textor et compagnie. Ils en font beaucoup trop. Aulas en fait beaucoup trop. Le discours, même Textor en fait beaucoup trop. Du genre, t'as l'impression que c'est une belle bande de potes qui mangent ensemble tous les midis. Moi, je pense qu'ils en font beaucoup trop pour faire genre, ils s'entendent super bien. Alors, ça se trouve, j'ai tort, et ils s'entendent super bien. Et ils sont super copains, et ils vont manger dans des bouchons. Voilà, ils font des mâchons le matin ensemble. Mais j'y crois pas trop. Voilà. Au niveau du mercato, puisque ça y est, on a fait le tour, on fait les notes avant le mercato ? Non, on va parler de mercato maintenant. On a entendu parler de Joao Gomes. Alors, je sais pas si vous regardez le championnat brésilien. Moi, non. Je ne sais pas qui est Joao Gomes, mais j'ai un problème avec Joao Gomes.
On a vu au départ que Joao Gomez était quasiment à Wolverhampton. C'était quasiment sûr qu'il allait signer à Wolverhampton, et lui avait déjà suivi le club sur Instagram, etc., etc., etc. Et le club a fait demi-tour en voyant que l'OL proposait plus. Donc là, si je vous résume la situation, on est sur un club, l'Olympique Lyonnais, qui a déjà un embouteillage au milieu. Parce que je ne peux pas vous les énumérer, si, on va les énumérer. Au milieu de terrain, vous avez Tolisso, Thiago Mendes, Cacré, Le Penant, Jeffrey Nedalelid, Aouar, qu'on peut toujours compter comme milieu de terrain, Ryan Cherki, Romain Fèvre, si on prend les milieux offensifs. Bon, on est déjà à 8. Pour rajouter Momo El Arouche, qui est censé quand même être dans la rotation. On a grosso modo 10 milieux. Hein. On a 10 milieux de terrain. Et donc, on veut en rajouter un 11e. Joao Gomez, qui donc est un mec qui a pas très envie d'aller à l'OL, si on a bien compris l'idée. Il était chaud pour aller à Wolverhampton, jouer en première ligue. On lui dit, bon bah frérot, tu voulais jouer Guardiola, tu vas jouer Gérald Baticle. Non, Baticle s'est fait virer, pardon, excusez-moi. Mais je pense qu'on va se retrouver de nouveau avec un joueur qui est là pour faire le tremplin, qui va se montrer dans les gros matchs et qui va rien faire. Alors ça se trouve, Joao Gomez c'est un crack, hein. Mais je suis pas certain du move. Et surtout, si vous prenez Joao Gomez, bah vous bloquez définitivement Momo El Arouche. Donc voilà. L'important pour Lyon, là, c'est pas de recruter. L'important pour Lyon, c'est de se débarrasser des éléments morts de cette équipe. Et il y en a un. Et il y en a dans l'effectif actuel, et il y en a dans l'effectif actuel qui sont prêtés. Le principal défi, et c'est là où la direction sportive, c'est important. C'est là où c'est important, c'est qu'un directeur sportif, un directeur sportif, ça doit acheter, mais ça doit vendre surtout. Et vous voyez que la capacité des autres clubs à vendre, elle est primordiale. Si le PSG a réussi à vendre Layvin Kurzawa, on doit être capable de vendre Romain Fèvre, de vendre Jeffrey Nedalelid, ou de vendre, je sais pas, Jérôme Boateng. Et c'est ça le problème de l'OL, c'est qu'on vend pas. Et tant qu'on n'aura pas vendu Jeffrey Nedalelid, tant qu'on n'aura pas dégagé Oussama Aouar, Moussa Dembélé, tant qu'on n'aura pas vendu Romain Fèvre, on pourra pas envisager d'acheter. Ça sert à rien. Oui, prêter, excusez-moi. Mais vous vous rendez compte que là, si on fait l'inventaire des morts-vivants, parce qu'on va les appeler comme ça, hein, les morts-vivants de l'OL, aujourd'hui, vous avez les vrais morts-vivants, hein, je vous parle vraiment des mecs qui sont finito complets. Vous avez Fèvre, Jeffrey Nedalelid, vous avez Jérôme Boateng, Damien Da Silva, vous avez, on peut compter Toko Ekambi dedans, Dembélé, Aouar, je sais pas si j'ai déjà compté Aouar. Voilà, ça fait déjà 7, hein, ça fait déjà 7. Vous pouvez rajouter à ça les mecs qui sont prêtés. Oscar Sarr, Kadewere, j'en oublie un. Youssouf Koné, ça fait 10. Pollersbeck, 11. Camilo, 12. Enfin, vous vous rendez compte quand même. Il y a une équipe entière de mecs qui sont morts-vivants. C'est The Walking Dead, ce club. Donc voilà, à un moment donné, il va falloir quand même que ces mecs-là s'en aillent. Et personne n'en veut, et notre ami Bruno Chéroux, il sait pas vendre. Il sait pas vendre. Donc à un moment donné, tant qu'on n'aura pas dégagé une grande partie de ces mecs-là, ça sert à rien d'acheter. Ça sert à rien. Les mecs, ils vont arriver dans un vestiaire où il y a 150 joueurs sous contrat, qui n'ont pas envie d'être là, et c'est des morts-vivants. Donc déjà, vous me les dégagez tous là, ceux-là, et ensuite on en reparlera. Ensuite on reparlera de reconstruire l'effectif. Ensuite on parlera de rotation. Mais voilà, la priorité absolue de l'OL, c'est pas de recruter des joueurs, à part peut-être un défenseur, et encore, c'est de finir la saison, de virer tous les morts-vivants, et ensuite on repartira sur d'autres bases. Parce que là, de toute façon, la saison, elle est flinguée, elle est foutue, ça sert à quoi de recruter là, maintenant, alors que tu n'auras pas de place européenne? C'est fini. T'es terminé, t'es à 150 points du podium, 250 points de la 2e place, et 100 points de la 6e place. Donc là, l'objectif, il est un exploit en Coupe de France, et le maintien. Et je suis très sérieux quand je vous dis ça. Je suis très sérieux. Parce que si vous perdez contre Ajaccio et si vous faites match nul contre Brest, vous avez quand même la 17e place qui va vous faire coucou. Coucou. Voilà, enfin bref. Donc voilà, donc ça sert à rien de recruter cet hiver. T'as déjà pris Lovren, c'est bon. C'est fini. Maintenant, on vend. On vend les joueurs et ensuite tu fais le ménage. Voilà. Parce que moi je pense que l'OL n'ira pas mieux tant qu'on aura Ponceau et Chéroux, et je pense que l'OL n'ira pas mieux tant que Aulas sera aux manettes, parce qu'il ne fait que conforter des décisions ratées et des saisons ratées. Et dans n'importe quelle entreprise, vous êtes des grandes personnes, on est tous adultes, si vous avez des managers qui font de la merde pendant 3 ans, bah les managers, ils sautent. Dans n'importe quelle boîte du monde, si vous avez des performances qui sont très en deçà de vos objectifs et de vos moyens, vous dégagez. Ça fait 3 ans que l'OL fait les pires résultats de son histoire récente, tout du moins, et le management est toujours le même, le staff est toujours le même.
Bah les gars, je suis désolé de vous apprendre que c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le monde réel. Donc voilà, fort probable que ce ménage n'aura lieu qu'à l'été prochain. Moi, je pense que l'échéance, c'est l'été prochain. Donc on va continuer à faire les débriefs, on va continuer à parler de l'actualité du club, on va continuer à parler de mercato, mais je pense pas qu'il faille espérer quoi que ce soit de ce club avant que ce ménage-là soit fait. Et ce ménage, il doit être fait partout. Il doit être fait au niveau des joueurs, il doit être fait au niveau du staff technique, il doit être fait au niveau du management, et il doit être fait, je pense, tout en haut. Voilà, Chelsea sur Gusto. Gusto, on peut en parler, mais je vois beaucoup de mecs qui sont très très enclins à balancer Gusto par-dessus bord, alors que Koumbedi a 4 matchs dans les jambes. Arrêtez un petit peu, on dirait des enfants avec un jouet. Voilà, c'est bon, on a joué pendant 3 matchs et on préfère l'autre jouet. Gusto, le seul problème avec Gusto, c'est qu'il n'aura plus qu'1 an de contrat cet été. Et donc malheureusement, la situation étant ce qu'elle est, s'il ne veut pas prolonger, il faudra le vendre cet été. Et c'est malheureux, parce que je pense que Gusto a donné 10% de ce qu'il peut donner à l'Olympique Lyonnais. Heureusement que Koumbedi a l'air au niveau. C'est encore un match plutôt sympa de Koumbedi. Mais arrêtez de dire il est nul, il faut le vendre. Bon, Textor n'est pas parti pour Very Grand Monde cet été. Attention au discours de façade. Attention, réfléchissez bien, pensez bien que si Textor veut virer tout le monde, le discours en place publique, ce sera tout va bien, ils sont géniaux. Il n'y a jamais un mec qui a débarqué et qui a viré tout le monde dans toutes les entreprises du monde, qui est arrivé en reprenant Bernard Arnault, quand il a repris LVMH et compagnie, il s'était engagé à virer personne, il a viré 7000 personnes dans les années qu'on suivit. Donc bien sûr que Textor va pas dégager en disant « Salut les gars, here we go, we fire everybody !» Non. Textor, il va dire « Tout va bien, jusqu'au jour où il va dire « Dégagez tous !» Donc bien sûr, que pour l'instant il y a une harmonie de façade, mais que les résultats étant ce qu'ils sont, l'harmonie de façade va pas pouvoir durer longtemps, et que John Textor à un moment donné il a un impératif de résultat, hein. Jean-Michel Aulas il s'en branle, hein. C'est bon, il part dans 3 ans, il a vendu ses parts, tout va bien pour lui, il s'en fout, hein. Ça changera rien à sa vie, ça changera peut-être quelque chose à son moral et à son affect à l'OL, mais financièrement Jean-Michel Aulas ne porte plus les responsabilités de l'OL. Maintenant c'est John Textor, il doit rembourser dans 8 ans. Et il faut que l'OL remonte en haut s'il veut rembourser. Donc lui, John Textor, il s'en fout du football, hein. Il veut regarder les classements, il veut regarder les résultats, et s'il voit que ça continue à faire des résultats de merde, je peux vous dire que ça va dégager, parce que c'est comme ça que ça marche dans le monde réel. Donc voilà. Allez, les notes, on a dit on a fait le tour. Est-ce qu'on a fait le tour? Non, Jos Bravo, bah si, Jos Bravo, quoi. Enfin, on est fatigué. On est fatigué. Quand c'est sur France 3, c'est gratuit. Enfin, c'est payé par la redevance. C'est France 3, c'est gratuit. Les commentateurs, ils sont pas ouf. Bon, bah, ok, d'accord. Là, vous payez beIN Sport pour avoir ça, quoi. Ils sont nuls. Ils connaissent rien. Maxime Lopez. Oh, Cherki, c'est bizarre, il tire du pied droit alors qu'il est gaucher. Il est pas gaucher, Cherki, il est ambidextre. Alors ils ont bandé sur Chambéry, l'impression qu'ils vont au ski à Chambéry tous les ans, là c'est pas possible. D'ailleurs je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Chambéry-Lyon en voiture, on va mettre Maps. Parce que j'ai cru entendre une énorme saucisse de la part de Christophe Josse, qui nous a dit que c'était à une demi-heure de route de Lyon, je crois. Ils vont vite, hein, si c'est une demi-heure de route. Une demi-heure de route entre Lyon et Chambéry, il faut y aller en Range Rover à 850 km/h. Hein. Donc bon, c'est champ rousse pour le ski. Chambéry, c'est pas du ski? Mais si, c'est dans la montagne, c'est pareil. Voilà, donc bon, c'est ça, c'est Milan Barros. Hein. Parce que Chambéry-Lyon à une demi-heure, ouais, c'est Milan Barros. Hein. C'est la 42, enfin c'est pas la 42 c'est jusqu'à Genève, mais c'est Milan Barros. C'est Milan Barros le commentateur. Non, mais bon, on a déjà parlé de ça, et Jos Bravo, c'est les pire duo de commentateurs de toute la télé française, et j'inclus dedans Denis Balbir et son pote là. C'est calamiteux, quoi. C'est le PMU, c'est nul. Ils préparent pas leur match, ils racontent n'importe quoi. Ils sont pris au grip pour les supporters, ils sont très performants, c'est vraiment injuste. Quand c'est les fumigènes, les supporters, ils sont violents, remets-moi une suce, quoi. Oh là là. C'est le duo star de beIN Sport, quand même, hein. Bref, on va pas passer 1000 ans dessus. Et si, un petit bravo à Nassim Akrour quand même. Nassim Akrour. Voilà, je vais juste vérifier c'est quand. Nassim Akrour, il a commencé sa carrière à l'Olympique Noisy-le-Sec en 95. Est-ce que vous vous rendez compte du bouc quand même? Il a commencé sa carrière en 95. Il a 48 ans et il rentre en jeu contre l'Olympique Lyonnais en 16e de finale de Coupe de France. Nassim Akrour, quoi. Voilà, c'est les noms du passé, 48 piges, et il est encore au haut niveau, quoi, parce que c'est quand même le haut niveau.
c'est dingue. Moi, voilà. Donc, je voulais juste parler de Nassim Akrour parce que pour moi, Nassim Akrour, c'est Grenoble, c'est les années 2009-2010 de Grenoble. Et je trouve ça dingue, dingue, dingue. Nassim Akrour, c'est un destin incroyable dans le football de faire mes 27 ans à haut niveau, en tout cas à relatif haut niveau, quoi. C'est fou. C'est comme si Philippe Violo jouait. Non, mais voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Parce que regardez les anciens footballeurs qui ont 48 ans, qui ont pris leur retraite, c'est fou. Voilà, on a parlé de Vittorino Hilton, mais Nassim Akrour, il joue quand même à un poste offensif. Donc c'est fou. Merci Sianur pour l'abonnement. 6 mois bientôt assez vieux pour être en Ligue. On va passer aux notes. On passe aux notes. Alors, laissez-moi juste le temps de setup tout ça. Et on va s'y mettre. Voilà, le paint est lancé. On va dessiner le terrain. Alors, j'ai récupéré ma belle souris. Donc, ça va être probablement un petit peu mieux. Alors, le pinceau. Hop. Bon, c'est un terrain de Coupe de France. Hein. C'est pas le terrain de Groupama Stadium. Voilà. On est sur un très très beau terrain. C'est un terrain de Coupe d'Île-de-France, là. Nous avions sur le terrain aujourd'hui... alors, on va juste baisser la taille du pinceau. Nous avions Anthony Lopes. Nous avions Sinali Diomandé. Hop, nous avions Koumbedi. Thiago Mendes, c'est pas le bon côté, mais c'est pas grave. Nous avions Tolisso. Tagliafico. C'était du Keba avec lui. J'ai un trou. Excusez-moi, j'ai un trou. C'était du Keba en défense centrale. Oui, c'était ça, hein. C'était Lovren, pardon. Lovren. En plus, il a été bon, Lovren. Excusez-moi, j'ai un brain freeze. Lovren, excusez-moi. Lovren, Lacazette, Cherki, Barcola. Je les ai mis en rouge, ça va pas être très pratique. Et Mathéus TT. Voilà. Du coup, on va mettre les notes en bleu. Écoutez. Anthony Lopes. Il a quand même eu du taf, Anthony Lopes, aujourd'hui. Non, mais j'ai un brain freeze sur Lovren, excusez-moi. J'ai eu un brain freeze. Lopes, superbe parade là sur une frappe main opposée. Très bon match de Lopes. Voilà. Encore heureux. Enfin, encore heureux, dans le sens où heureusement qu'il est là. Il a tout fait ce qu'il fallait. Voilà, c'est bien. Un bon match de Lopes et vraiment un très très bel arrêt, main opposée Richard. Superbe. Attention, suivre le ballon aussi. Merci Torque pour ton 15e mois, merci beaucoup. Non, Lopes c'est un bon 7,5 quand même ce soir. C'est un bon 7,5 pour Lopes. Diomandé, je l'ai trouvé un peu calamiteux sur les premières minutes de jeu. Diomandé. Sur les 20 premières minutes, il a pris l'eau complet. Après, c'est allé un peu mieux parce que, quand même, Chambéry, c'est un peu éteint. C'est pas un mauvais match de Diomandé, mais c'est moyen, quoi. C'est un peu moyen, les relances, pas ouf. Faut qu'il se remette dans le bain, notre ami Sinali. Il est pas très très serein, il me rassure pas. Et Dieu sait que je l'adore, merci Blue Day pour le Prime. C'est un 5, parce qu'il y a un clean sheet quand même. Un clean sheet avec 14 tirs, c'est pas trop mal. Mais oui, Diomandé, il faut qu'il se remette à l'endroit. Lovren, du coup, j'avais un brain freeze, mais c'est un relatif bon match de Lovren. Il apporte quand même cette sérénité. Alors, bien évidemment que c'est difficile de juger du niveau d'un joueur contre une Nationale 3, mais c'est un bon match de Lovren. Présent dans l'impact, présent dans l'agressivité. C'est bien. C'est une bonne recrue pour l'instant. Moi, voilà, j'étais un petit peu dubitatif au début. C'est bien, Lovren. C'est un très beau tacle aussi, effectivement. Et surtout, cette espèce de simulation des enfers, là. On va mettre 6,5 à Lovren. C'est un bon match. Mais encore une fois, on relativise par rapport à l'opposition. Koumbedi, il a montré les mêmes choses que d'habitude, c'est-à-dire fringant offensivement. Il aurait même pu marquer à un moment donné. Toujours coussi coussa, comme disent les vieux de 45 ans, sur l'aspect défensif. Mais c'est un bon match de Koumbedi aussi. C'est bien, on n'en attendait pas tant, de Koumbedi. On n'en attendait vraiment pas tant. Je pense que c'est un 6 pour Koumbedi. C'est un bon match de Koumbedi dans l'absolu. Est-ce qu'il aura les épaules cet été pour remplacer Gusto qui va probablement partir? Je sais pas, on verra. Mais moi, je suis satisfait de ce que montre Koumbedi. Tagliafico, moi, je mets une alerte sur Tagliafico. Vous vous souvenez du tweet de Sofiane qui disait, qui donnait le processus de mortification des nouveaux joueurs à l'Olympique Lyonnais. Attention à Tagliafico, j'ai l'impression qu'il y a un petit contre-coup de la Coupe du Monde. Il est un petit peu cuit,
Physiquement peut-être mentalement, peut-être qu'il a besoin de vacances, mais ça fait plusieurs matchs que Tagliafico est relativement neutre, et je pense qu'il... Ouais, laissez-le dormir. J'ai peur que Tagliafico soit dans la phase dépression, ouais. Donc c'est un petit match de Tagliafico, c'est pas un match calamiteux, hein, puisque bon, voilà, c'est 3-0, mais on va mettre un 5. C'est un 5 qui, face à un adversaire plus solide, aurait pu coûter beaucoup plus cher que ça, quoi. Excusez-moi. Comme beaucoup de joueurs post-CDM. Ouais, bien sûr. Bah, par exemple, Toko... Enfin bon, excuse-moi, on va pas parler. Tolisso, en vrai, Tolisso fait pas un très très bon match. Et il est sauvé par le fait que quand on le met à côté de Thiago Mendes, c'est Kevin De Bruyne. Donc voilà, c'est le problème de... c'est Tolisax Gambetta. Tolisso fait un petit match ce soir. Et je pense qu'on peut difficilement parler de ce match sans parler de ces deux-là, qui ont quand même été très mauvais. Hein, on va pas se mentir, ça a été assez calamiteux dans l'axe. Pour moi, c'est pas un match suffisant de Tolisso. C'est quand même un match contre une Nationale 3. C'est un match où le milieu doit être dominé, le milieu doit être largement au-dessus. C'est pas bon et ça suffit pas. C'est un match moyen, mais un match moyen contre une Nationale 3, c'est un mauvais match. Moi, je vais mettre 4 à Tolisso. Parce que c'est pas parce qu'il est à côté de Thiago Merguez qu'il doit être bien noté. Thiago Mendes, bah pour moi, c'est une prestation Hall of Fame hein, de Thiago Mendes. On est habitué hein, à des matchs moyens moins de Mendes, mais alors là, Mendes, les 25 premières minutes de Mendes, dans un monde normal, ça fait 2 buts pour l'adversaire. Et... Oh là 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 là, mais on n'en peut plus, mais il lève pas la tête quand il joue, quoi. C'est pas possible. Il fait froid, il va au sucre tous les week-ends, c'est pas possible, Thiago Mendes. Et on l'a prolongé. Et il doit toucher, je sais pas, 200 000 euros par mois. Attendez, j'en ai perdu mon stylo, là. C'est pas grave, j'en ai un autre. On l'a prolongé, Mendes, bordel. Enfin bref. Bah c'est 1, voilà, c'est 1. Alors c'est dégueulasse, parce que ça vaut pas 1, c'est 2, mais on n'en peut plus, donc c'est 1, voilà. Allez, 1,5, on est gentil. Voilà, 1,5. 1,55. Voilà, on est gentil. Cherki. Bah, on va se répéter, hein. Mais Cherki. L'avantage, c'est que j'ai l'impression qu'autour de lui, ils ont compris. Ça y est. Ils savent que s'ils veulent voir du football, il faut donner la baballe à Ryan. Toujours pas de stats pour Cherki. Pas de passe D, pas de but. C'est le seul truc qu'on peut lui reprocher. Mais on peut pas lui reprocher parce que les 2 avant-dernières passes décisives sur les 2 premiers buts, c'est lui. Donc encore une fois, il manque le but, il manque la passe D pour pouvoir mettre 8. Parce que sinon c'est 8, c'est 8,5. Et il manque encore. Voilà. Il faut que ça aille au fond. Il faut qu'il y ait une passe D. C'est pas loin encore. Il y a une belle frappe à un moment donné qui est enroulée, qui passe juste au-dessus de la barre. Ça va venir. Mais il faut la stat. Même si, voilà, il stat déjà bien, Ryan Cherki. Pour l'instant, Ryan Cherki, c'est le WD40 de cette équipe. C'est-à-dire que l'équipe Olympique Lyonnais, ça grince un peu. Vous voyez, ça fait quick. On dirait le cabas de ma mère quand elle va faire les courses qui fait comme ça. Et puis vous passez à Cherki et c'est bon. Là, ça y est, ça huile, ça roule. Il faut qu'il soit un tout petit peu plus décisif pour devenir vraiment le maître à jouer de cette équipe. Il manque un tout petit truc. C'est pas encore fini, Cherki. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une montée en puissance qui est évidente, il y a une justesse qui est de plus en plus évidente, il y a une intelligence de jeu et une capacité à combiner qui est évidente aussi. Maintenant, il faut la stat, il faut le côté décisif. On a beaucoup reproché ça à Cacré, qui a eu une montée en puissance progressive, mais qui marquait et qui faisait jamais de passe D. Maintenant, Cherki lui manque juste ça, pour que plus personne puisse rien dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, 7,5. 7,5, dans l'esprit, c'est 8, mais il manque la stat pour que ce soit 8. On va commencer par qui ? Barcola, j'ai dit sur Twitter qu'il enterrait, alors j'ai été un petit peu excessif bien évidemment parce que sinon on est bien sur Twitter, que Barcola enterrait Toko Ekambi dans tous les compartiments du jeu. C'était avant son but et il y a des mecs qui m'ont dit vous abusez les Lyonnais, Barcola, j'ai eu un mec qui m'a dit il est extrêmement nul, un mec qui m'expliquait que Barcola était extrêmement nul, bon dosé un petit peu quand même, toujours une histoire de référentiel. Bon, Barcola, jusqu'à son but, fait pas un match extraordinaire. On est d'accord. C'est pas Prime Ribéry, hein, on est d'accord. Mais il est juste. Et moi, de cette équipe de morts-vivants, je demande juste un seul truc. Que les mecs fassent les efforts et qu'ils soient justes dans leurs décisions et dans leur prise de position. Et Barcola, il fait les appels qu'il faut, il fait les replis défensifs, il se donne, et parfois, ça donne un but.
Mais moi, je demande rien de plus. C'est pas un match qui vaut 9, Barcola. C'est un match qui vaut 6,5, 7, parce qu'il y a un but, donc 7. Mais ça suffit. Ça suffit, pour moi, ça me suffit. C'est tout, je suis content. Je suis content. Moi, je suis content avec Barcola. Ça fait depuis 4 mois qu'on mange des tagliatelles à la merde. Vous me faites des tagliatelles au beurre avec un peu de gruyère râpée, je suis content. Je préférerais manger des cacio et pepe ou de la carbonara. Mais si vous me donnez des tagliatelles au beurre après des tagliatelles à la merde, moi, je suis content. Passe D, excuse-moi. Passe D. Ouais, c'est comme un but, c'est lui qui fait le but, donc c'est comme un but. Voilà, c'est tout. Moi, Barcola, j'en demande. Peut-être qu'un jour, Barcola sera en mesure de nous donner des tagliatelles à la truffe. Pour l'instant, il nous donne de bonnes petites tagliatelles avec un peu de parmigiano dessus. Bah, c'est déjà mieux que les tagliatelles au caca, voilà, donc c'est tout. Donc encore une fois, faut pas arriver dans l'extrême à dire oh Barcola c'est un giga crack et tout, il va tout péter, c'est prime Loïc Rémy, prime Lacazette et compagnie. Mais voilà, moi je demande pas plus que ça. Et si tous les mecs sur le terrain étaient capables de nous donner des petites tagliatelles au parmesan, ben on s'en sortirait mieux. Voilà, parce qu'on en a marre de bouffer de la merde. On a le droit d'être très content quand on mange quelque chose qui a du goût, c'est tout. Voilà, oui, caca. Oui, 31 ans. Oui, rire, caca, rire. Donc Barcola, c'est quoi, c'est 6,5, c'est 7. C'est 6,5, Barcola. Ouais, c'est 6,5. Voilà, c'est un match sympa. C'est un match sympa, avec un geste de classe. Voilà, c'est un match sympa. C'est tout, moi je demande juste des matchs sympas. Par contre, encore une fois, Barcola fait une bonne presta et Ban le remplace. J'ai du mal à comprendre le coaching, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé du coaching. Et je comprends pas pourquoi tu laisses Lacazette 95 minutes et que tu sors Barcola. Ça m'échappe. Ça m'échappe. Ouais, 7, ouais, vous avez raison. 7. On va noter à l'émotion. On va mettre 7. Lacazette, bah, triplé, hein. T'es pas content, triplé. Après, Lacazette, c'est pas le triplé le plus dur qu'il ait mis de sa vie. Hein. Il y avait 3 buts à mettre face au but. Lacazette 6 max. Abusez pas quand même, les gars. Vous voyez, Lacazette, il a 3 ballons face au but pour les marquer. Il va au fond. Parce que vous avez la même chose avec Moussa Dembélé en fin de match. Vous avez vu où elle est partie, la balle. Voilà, donc non, Lacazette, vous pouvez pas mettre 6. Lacazette, c'est un 7,5. Alors qu'un normalement un triplé, ça vaut au moins 8. C'est vrai que voilà, bah, il faut les mettre les 3. Il faut les mettre. Voilà, il est bien placé et il les met. Tout le monde à l'Olympique Lyonnais n'est pas capable d'être bien placé et de les mettre. Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher bien loin pour le voir. Voilà, donc ce 7,5, ça pourrait être 8. Mais voilà, ça pourrait être 8. Mais je pense pas que ce soit un match où Lacazette a été extrêmement impactant dans le jeu pour mériter un 8. Voilà. Il en met 3, ça veut le noter 6, mais ça va pas. Après, voilà. Tété, alors Tété, je suis un peu partagé parce qu'il y a eu du bon et du moins bon. Il y a une passe D quand même pour Tété. C'est pas son pire match. Et c'est déjà pas mal. Non, mais vous voyez, on va osciller entre 4 et 6 pour Tété. 2 passes D. Non, c'est lui la première. C'est 2 passes D. 2 passes D, ouais. Bon, on peut pas mettre une note négative à Tété avec 2 passes D. Tété, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, quand il y a des stats, bah ok, il y a les stats. C'est toujours beaucoup de déchets quand même. Mais il est épuisant ce joueur. Ouais, il est chiant, ouais. Il est chiant, Tété. Il est chiant. Mais c'est 2 passes D. Je suis désolé, si c'est Toko qui fait 2 passes D, on va pas lui mettre 3. Donc voilà. Mais Tété, c'est pas suffisant encore. C'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je travaille. Pourquoi tu viens me miauler dessus? Voilà. Ouais, c'est 6. 6, Tété. 6,5, 6, 6,5. 6,5, 6, 6,5. Allez, 6. Allez, 6. Voilà, est-ce que vous voulez qu'on parle des rentrants? Ouais, c'est ça. Si, on va parler des rentrants. Bon, on a fini. Je vais repasser en plein écran pour éventuellement clipper. Faut qu'on parle des rentrants parce que c'est pas la première fois. Y a une logique qui m'échappe dans le coaching. Il y a une logique qui m'échappe complet. On a déjà critiqué le fait que El Arouche soit pas dans le groupe. Je comprends pas la logique de faire rentrer Moussa Dembélé et Oussem Aouar. Il y a un truc qui m'échappe. Ce sont 2 joueurs avec un niveau qu'on leur connaît, hein, je veux dire c'est des bons joueurs dans l'absolu mais qui sont dans le fond du trou. Ce sont 2 joueurs qui sont probablement déjà en négociation, si c'est pas déjà signé, pour leur club de cet été. C'est des joueurs qui sont pas impliqués dans le club, qui ont envie de partir et qui prennent la place de facto d'autres joueurs. Donc je comprends pas l'intérêt de donner du temps de jeu à Aouar et Dembélé. Je pense que le message envoyé est terrible. C'est un peu comme quand ça mettait Mapou Yanga Mbiwa dans le groupe alors qu'il y avait Pierre Calulu qui poussait. Je comprends pas. Montrer au potentiel des acheteurs. Mais il n'y a pas d'acheteurs. Ils vont partir libres. Donc ça sert à quoi?
Je comprends pas la logique derrière. Le message envoyé aux jeunes est mauvais, le message envoyé aux autres joueurs qui sont sous contrat à l'OL au-delà de cet été est mauvais, et en plus ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Donc je ne sais pas. J'ai un problème là-dessus. Le Penant, oui, Le Penant, bonne entrée. Mais Le Penant, c'est toujours pareil. On avait dit ça, rappelez-vous les débriefs de début de saison, j'avais dit c'est pas normal que ce soit Le Penant qui porte l'équipe. Le Penant, il est dans son rôle de petit joueur jeune qui arrive de Ligue 2 et qui gratte des minutes pour peut-être un jour gratter une place de titulaire plus tard. Le Penant, c'est bien, il fait ce qu'il faut. Le Penant, c'est bien. Il va progresser, il a plein de domaines d'amélioration potentielle, c'est bien, moi je suis content. Voilà, Le Penant, je suis content. Peut-être parce que Laurent Blanc compte sur eux pour la deuxième partie de saison. Mais il doit pas compter sur eux, c'est ça le problème. Il doit pas compter sur eux. On ne doit pas compter sur des joueurs qui partent dans 6 mois et qui ne sont pas impliqués dans la vie du groupe et qui ne sont pas des éléments moteurs. Voilà, donc non, moi je suis désolé. Cherki et Dembélé, ils doivent pas être intégrés dans la rotation si c'est pas absolument nécessaire. Si la Casette se pète, je veux bien entendre qu'on mette Dembélé parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais là, on est à 3-0 contre Chambéry, tu vas pas me dire qu'il y a peut-être mieux, il y a peut-être pas mieux que de faire rentrer Dembélé et Aouar. Donc je comprends pas. Aouar, pardon, j'ai dit Cherki, excusez-moi. El Arouche mérite le même traitement que Le Penant. Bah oui, mais vous voyez par exemple sur ce match-là, c'est quand même une N3 en face. Il n'y a pas un monde où t'imagines, déjà tu mets l'équipe type contre la N3. Bon, c'est un aveu de faiblesse qui est terrible, mais c'est vrai que bon, la Coupe de France c'est le dernier truc que l'Olympique Lyonnais joue, donc on est obligé de la jouer à fond. Ok, mais vous allez pas me dire que là, on peut pas faire un petit peu des petites places pour des jeunes, pour envoyer des messages. Tu mènes 3-0, il n'y a plus de danger. Bah, mets-moi du Lomami, mets-moi du El Arouche, mets-moi du, je sais pas, du Sekou Lega, n'importe qui, du Sarr, j'en sais rien. C'est une question de message, c'est une question de ce que t'envoies comme message à tes jeunes au centre de formation, à tes éducateurs. Non, tu fais rentrer des mecs qui vont partir dans 6 mois. Voilà, je comprends pas. Donc voilà, bon ça, on va terminer là-dessus, hein, voilà. Mais non, on va terminer par le Jurigno. Mais c'était important, je pense, d'en parler parce que c'est un truc qui m'échappe vraiment complet et que je trouve particulièrement agaçant dans le message qui est envoyé à nos jeunes. Parce que est-ce qu'on va refaire une Gouiri? Est-ce qu'on va refaire une Kalulu avec El Arouche? Moi, ça m'emmerderait beaucoup, surtout s'il part à l'OM. Là, j'aurais très très mal au cul. El Arouche, s'il venait dans notre club, on l'aurait voulu acheter, il aurait été propulsé titulaire, complètement. On va passer au Jurigno. Merci Eldo pour le lien épinglé. Hop, on va noter les 5 joueurs qui ont le plus marqué la rencontre. Plus 5, moins 5, vous connaissez la Zumba depuis. Bien évidemment, dans les deux qu'on va mettre en haut, on va mettre Lacazette et Cherki, qui sont les deux joueurs qui ont le plus pesé sur cette rencontre. On va mettre Barcola, on va lui mettre un plus 3, plus 4, ça me semble logique. Thiago Mendes me semble être le maillon faible de cette équipe. Je pense qu'il n'aura pas volé son moins 4. Et derrière, on va regarder, on va s'inspirer un petit peu. Lopez, ouais. Lopez, il mérite un petit plus 3 pour Lopez, ça me semble pas mal. Lovren, préférez Lovren ou Barcola? Lovren ou Barcola dans les bonnes notes? C'est vous qui décidez. Lovren ou Barcola? Barcola, ouais, Barcola, ça me semble plutôt logique. Lovren, qui est 14e pour l'instant, il va monter petit à petit. Lovren à la place de Lopez. Bon, je pense que c'est quand même un match qu'il faut attribuer à Lopez, celui-là. Lovren plutôt que Lopez? Allez, Lovren plutôt que Lopez, je suis d'accord avec vous. On va mettre Lovren, on va lui mettre un plus 3 aussi, ça me semble plutôt logique. Voilà, vous votez, vous avez le droit de voter, vous n'êtes pas d'accord, vous votez comme vous voulez. Et let's go, on va valider ça. Et ça nous donne du coup sur cette rencontre les notes du Jurigno. Je vais attendre que vous votiez un petit peu et on va refresh. Vous voyez, on est à 48 votes. Lopez 6, Koumbedi 5,5, Diomandé 5, Lovren 5, Tagliafico 5, Thiago Mendes 1,5. Tolisso 5, c'était 5,5. Cherki 8, Barcola 7,5, 8. C'est des notes qui sont pondérées par rapport au plus-moins hein, et au nombre de votes. Donc en fait, Diomandé et Lovren, ils ont 5 parce que personne n'a voté pour eux. C'est pour ça que c'est ça. Les notes, elles sont calculées automatiquement via un algorithme. Voilà, on a terminé ce débrief. Nous nous retrouverons, mes chers amis. Déjà, merci d'avoir suivi ce débrief dans son intégralité. Vous êtes de plus en plus nombreux, y compris sur des matchs de coupe de merde. Ça fait très plaisir. Merci pour ceux qui prennent le temps d'aller lâcher des petits pouces et des commentaires sur YouTube. J'essaye de répondre partout. Ça fait très plaisir. Vraiment, je vous remercie encore. Vous allez dire que je force, mais c'est cool. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, bisous à ceux qui sont sur YouTube. Merci à vous également. Il y a la YouTube monnaie qui commence un tout petit peu à tomber, pas énormément, suffisamment pour payer des très beaux pulls de Noël. Donc c'est pas mal.
On se retrouvera peut-être dans la semaine pour un live nocturne. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live nocturne, pour la simple et bonne raison que je suis débordé, complètement débordé, beaucoup de travail. Mais j'essayerai cette semaine de faire un petit live nocturne de blabla, peut-être pas centré sur l'Olympique Lyonnais. Ce sera peut-être mercredi, on va dire mercredi ou mardi ou mercredi. Pour le prochain débrief, bah, c'est pas compliqué, ce sera contre Ajaccio. Dimanche 29 à 19h10. Voilà, dimanche 29 à 19h10, le replay sera uploadé dans la foulée. Et derrière, on aura un match contre Brest en milieu de semaine, si je dis pas de bêtises. On fera peut-être un live mercato. Il y aura peut-être un live inopiné s'il se passe des dingueries côté Olympique Lyonnais. J'arrive à la fin. Bah, c'est pas grave. Le replay sera disponible sur YouTube dès qu'il sera dispo. Non, pas de cauchemar en cuisine parce que là, je sors. Là. Donc, je vais aller dehors. Donc, non, j'upload le replay et après, on s'en va. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vais vous envoyer en raid. Chez qui vous voulez aller? Vous voulez aller où en raid? Voilà, bisous à ceux qui sont sur YouTube. Vous pouvez couper maintenant parce que c'est plus intéressant derrière. Qui est en live? Vous voulez aller chez qui? Tu fais un live si Jean-Michel Olaspar? Bien évidemment, bien évidemment. Hydro, vous voulez aller chez Hydro? Allez, je vous envoie chez Hydro. Hop, voilà, on va aller regarder quand même. Oula, chut. Hop, vous voulez aller chez Hydro? Cheville-Poire, c'est qui Cheville-Poire? C'est qui Cheville-Poire? C'est pourquoi ça me dit quelque chose, Cheville-Poire? Allez, Cheville-Poire. Vous allez... Par contre, vous êtes gentil. Hein. Vous êtes gentil. Vous mettez des émotes à la con, mais vous êtes gentil, vous êtes poli, comme vous avez fait. Alors, je tiens à vous dire que les gens de Arte ont dit que vous étiez très gentil. Vous vous rappelez quand on est parti en raid sur Arte? Vous vous rappelez? Eh ben, les gens de Arte, ils ont paniqué, ils se sont dit, oh là, il y a un raid avec des gens du foot, ils vont être toxiques, ils vont être chiants. Et ils ont tous dit que vous avez été très gentil, donc je suis très fier de vous. Très fier de vous. Et Compoto était morte de rire, donc voilà, bravo à vous. Je suis très fier de vous, vous êtes une bonne communauté. Vous êtes des gentils. Allez, je vous envoie chez... je la connais pas, Cheville-Poire. Mais vous êtes gentils, vous êtes gentils avec tout le monde de toute façon. Les gens d'Arte ont bien flippé. Ouais, ils ont flippé. En fait, ils avaient peur que Compoto ce soit un catcall de l'extrême droite. Donc, ils ont eu peur que c'était ça, alors qu'en fait, c'était personne très rigolote au demeurant. Bah, je connais pas. Donc, je vous envoie chez elle, je vous fais confiance. Vous êtes gentils et puis, bah, on se retrouve soit dans le courant de la semaine, soit après Ajaccio. Voilà, bisous, à bientôt, ciao.